La compagnie vous donne le loyer et le chauffage, bien sûr. Oui, madame, on nous donne le charbon. Et le loyer n'est que de 6 francs par mois. Ça n'a l'air de rien, mais souvent c'est dur à payer. Ce mois-ci, on n'a plus rien. Il faut faire des économies, ma bonne. Comme nos paysans. Il ne faut pas tout boire. Qu'est-ce qui rend possible une révolution ? Grâce à Hegel, on sait que l'on peut comprendre le sens de l'histoire et ainsi anticiper les événements à venir parce que les idées se confrontent et les humains se confrontent aussi autour de ces idées. Il semble néanmoins difficile, même en comprenant le sens de l'histoire et en ayant un pressentiment des idées qui se confrontent selon la règle de la dialectique, de réussir à comprendre où et quand aura lieu précisément un mouvement révolutionnaire. Après la Révolution française et après Hegel, on verra un peu partout, et plus spécifiquement en Allemagne, se développer des cercles de penseurs qu'on appellera les jeunes hegeliens. Parmi eux, un économiste, Karl Marx. À la différence de Hegel, c'est un matérialiste, c'est-à-dire qu'il privilégie l'analyse des choses sensibles de la réalité matérielle plutôt que celle d'un soi-disant monde des idées. D'après la formule de Marx, Hegel marche sur la tête, il faut lui remettre les pieds sur terre. Il va donc reprendre le processus dialectique, mais au lieu de le faire partir du monde des idées, il va le faire partir du monde matériel. Ainsi, ce sont les conditions effectives matérielles des modes de production qui vont devenir le lieu de la confrontation. Il existe beaucoup de types de révolutions. Révolution scientifique, révolution industrielle, révolution esthétique. La question que nous allons traiter aujourd'hui, c'est comment l'économie a-t-elle permis d'opérer une révolution dans la philosophie ? Marx invente deux concepts clés dont nous avons besoin pour comprendre sa pensée. D'abord, le concept fondamental de classe sociale. La classe sociale, c'est une catégorie de la population caractérisée par son activité économique au sein d'une société. Il y a différents types de classes sociales et surtout, il y en a qui disparaissent et d'autres qui apparaissent au fil du temps et des révolutions politiques et technologiques. Majoritairement, Marx reprend le processus dialectique de Hegel, sauf qu'au lieu de dire que la thèse et l'antithèse sont des idées générées dans le monde des idées, la thèse et l'antithèse, ce sont des classes sociales dont les intérêts divergent et qui se confrontent entre elles dans la réalité du monde matériel et technique. Ainsi, Marx introduit son deuxième concept fondamental, celui de lutte des classes. Grossièrement, on peut diviser les intérêts de classe en deux catégories, les dominants et les dominés, les exploiteurs et les exploités. Au cours de l'histoire, bien qu'on retrouve ce rapport d'opposition et de confrontation, les classes dominantes et les classes dominées ont changé en fonction de la réalité technique des moyens de production. Dans l'Antiquité, vous avez les maîtres d'un côté, les esclaves de l'autre. Le maître achète des esclaves, les esclaves sont donc la propriété du maître. Toute leur vie tourne autour des décisions de leurs propriétaires. Pendant le Moyen-Âge, ce seront d'un côté les nobles et de l'autre côté les serfs. Les nobles possèdent des terres et ils prélèvent aux serfs qui vivent sur ces terres un impôt en échange de leur hospitalité et de leur protection. Enfin, à l'ère capitaliste post-révolution française, vous avez d'une part les bourgeois, d'autre part les prolétaires. Intéressons-nous un peu plus précisément à ces deux classes sociales. Ce qui caractérise le bourgeois, selon Marx, c'est sa faculté de révolutionner en permanence les moyens de production, avec des innovations technologiques, des nouvelles organisations du travail, des nouvelles répartitions des tâches à effectuer, etc. Ainsi, le bourgeois génère son antithèse, le prolétaire. Il est caractérisé par un détachement entre le travail qu'il effectue et le fruit de son travail. Je m'explique. Adam Smith est un des premiers théoriciens du capitalisme. Il va faire une découverte très simple et étonnante. Prenez 10 ouvriers et faites-leur fabriquer des épingles. Si vous demandez à chaque ouvrier de faire une épingle de A à Z, votre rendement sera extrêmement lent. En revanche, si vous divisez la fabrication d'une épingle en 10 tâches différentes et que vous attribuez à chaque ouvrier de faire la même tâche en boucle, votre production sera beaucoup plus rapide. Mais alors, il se passe quelque chose.
Si un ouvrier fabrique une épingle de A à Z, il peut dire « c'est mon épingle, c'est le fruit de mon travail ». Maintenant, si vous lui faites faire le même geste en boucle, quand il verra la production finale d'épingles, il ne pourra se reconnaître dans le travail accompli. Ainsi, il est détaché de la production. Marx appelle ce phénomène l'aliénation. Alien veut dire autre, différent. L'aliénation, c'est se rendre différent à soi-même. Ainsi, la déconnexion entre le travailleur et le fruit de son travail fait de lui un aliéné. En cela, il est très différent d'un artisan du Moyen-Âge qui savait qu'il se faisait voler quand le seigneur lui prélevait un impôt. En effet, les classes dominantes volent le travail des dominés. Pour cela, les bourgeois ont un moyen très simple. Ils détiennent les moyens de production. Par exemple, en possédant l'usine et les outils, le bourgeois estime devoir posséder aussi les objets qui y seront fabriqués, même si ce sont d'autres qui ont travaillé pour ça. Si la Révolution française a eu lieu, c'est parce que la classe bourgeoise n'avait plus besoin des seigneurs pour exister. Ils avaient suffisamment transformé les modes de production pour pouvoir se passer de cette classe sociale inutile. Voilà, c'est comme ça que se passe le processus dialectique d'un point de vue marxiste. Alors, est-ce que Marx postule, comme Hegel, la fin de l'histoire ? Eh bien oui. Comme les esclaves ont renversé les maîtres et comme les serfs se sont débarrassés des seigneurs, les prolétaires finiront, d'après Marx et son camarade Engels, par renverser la bourgeoisie. Et à ce moment-là aura lieu la fin de l'histoire, cette fois-ci non pas d'un point de vue idéaliste, mais matérialiste, la dictature du prolétariat. Ainsi on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion, comme on devrait se sentir